Donc, il est 14h05. Je pense que nous allons commencer. Je pense que tout le monde a pu se connecter. Je redis bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire sur la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, un levier pour le maintien à l'emploi, est à destination des salariés des entreprises adhérentes au SSTI 33. Il a lieu durant la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation d'handicap. Donc moi, je suis Séverine Chavanel, je suis l'assistante sociale du SSIE 33, le service social interentreprise, et j'interviens au SSTI 33. Je suis accompagnée du docteur Llorent, qui est médecin de travail au SSTI 33. Tout à fait, Séverine, je confirme. Première difficulté me concernant, puis je ne peux plus dérouler. Ça fonctionne aussi. Alors, ce que nous allons... Alors là, du coup, j'avance et je recule. C'est bon, c'est parfait. Donc, ce webinaire animé donc, par moi-même et le docteur Philippe Llorent, médecin de travail au SSTI 33. Alors, nous allons évoquer la thématique de la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Donc, je vais dire RQTH pour faire plus simple. Donc, un enjeu majeur dans le monde du travail aujourd'hui et une mission essentielle pour le SSTI 33. Vieillissement naturel du corps, maladies chroniques, maladies professionnelles, handicap, accidents de la vie, accidents de travail et certaines conditions de travail sont d'autant de situations qui peuvent impacter la capacité à tenir son poste de travail. La GFIP, l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, évalue qu'une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap, qu'elle soit ponctuelle ou définitive. Des acteurs sont mobilisables autour du dispositif de la RQTH pour faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi d'un salarié en situation de handicap. Ce que nous allons aborder durant cette heure, donc nous allons voir d'abord la définition du handicap, puis faire un focus sur la demande de RQTH, son intérêt, et aussi voir tous les acteurs qui peuvent la mettre en œuvre, notamment l'équipe du SSTI 33, le Cap Emploi et tous les lieux ressources qui peuvent exister. Puis on terminera avec, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fin de présentation, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez aussi les poser sur le fil de discussion. Nous y répondrons autant que possible, sans problème à la fin. Alors, le handicap, aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe 7 familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap visuel, le handicap cognitif, le handicap mental, le handicap psychique et le handicap invalidant. Donc, le handicap invalidant, c'est tout ce qui concerne les lombalgies, l'hypertension, le diabète, le cancer, l'insuffisance cardiaque, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, etc. Alors, les personnes handicapées sont souvent victimes de comportements et de paroles déplacés. On peut être même discriminant malgré nous. Et parfois, on ne sait pas vraiment comment être face à une personne en situation de handicap. Souvent, pourtant, il s'agit de se comporter exactement comme une personne valide. Donc aujourd'hui, on met bien des mots, beaucoup de mots sont posés sur le mot handicap. Il y a quand on vous parle vous-même de handicap, peut-être ces mots-là qui viennent là sur l'écran, sûrement des mots qui vous sont passés par la tête. Voilà, c'est une approche trop souvent stigmatisée. Donc on parle d'incapacité, perte totale d'autonomie, un handicap permanent, un handicap sévère, un handicap physique, un handicap lié à une raison médicale et un handicap visible. Mais souvent aussi lié, les personnes en situation de handicap sont des personnes non compétentes. Alors, la loi du 11 février 2005
la loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a défini pour la première fois la notion de handicap. Donc, comme constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ainsi, le handicap est lié à la limitation de ses actes dans la vie de tous les jours, qu'elle soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Voilà donc des mots-clés qui sortent de cette définition, l'égalité des droits, égalité des chances, définition dans le droit français de la notion de handicap aujourd'hui, les participations et la citoyenneté. Voilà, peut-être pour ma part, je vais préciser plus dans le sens du monde du travail, la définition au sein du monde du travail, Séverine. Donc, au sein du monde du travail, on considère comme personne en situation de handicap toute personne ayant un problème de santé qui la gêne pour accéder à un emploi, c'est-à-dire pour obtenir un emploi ou pour se maintenir dans un emploi. Et dans ce domaine-là, la RQTH a pour but de compenser le handicap, c'est-à-dire de permettre à la personne d'accéder à l'emploi ou de pouvoir s'y maintenir. Et on reverra tout à l'heure que ça va être les deux grands axes, accéder à un emploi ou alors pouvoir s'y maintenir lorsque le handicap intervient en cours de route. Tout à fait. Voilà, je vous redonne la parole, Séverine, pour poursuivre. Donc effectivement, être salarié en situation de handicap ne signifie pas être en fauteuil roulant, avoir un handicap mental ou être malvoyant. En tout cas, ce n'est pas que cela. Ça peut être aussi une problématique de santé autour de l'asthme, de l'allergie, de la maladie cardiaque, du diabète, des problèmes dorsaux, des séquelles liées à un accident professionnel ou domestique, etc. etc. Quelques chiffres. 2,7 millions de personnes sont en âge de travailler déclarent être bénéficiaires de la reconnaissance administrative d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Il y a 80% de handicap invisible. 24% de la population active est en situation de handicap. Et 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte. Donc des chiffres clés. Le handicap vient là. Donc nous allons voir ensuite, on va faire un focus sur la RQTH pour le maintien dans l'emploi. Donc comme l'a bien précisé le docteur Llorens, dans le monde du travail est considéré comme personne en situation de handicap toute personne ayant un problème de santé qui empêche le maintien dans l'emploi ou l'accès à l'emploi. Donc la RQTH a pour but de compenser le handicap. C'est une démarche volontaire. C'est vraiment le fruit d'une démarche volontaire de faire une demande de RQTH. C'est une démarche individuelle et confidentielle. Aucune information n'est donnée à l'employeur ou autre organisme. Alors effectivement, c'est aussi une démarche administrative, une démarche volontaire personnelle et confidentielle, et que ça amène à une procédure de reconnaissance. Donc la démarche pour l'attribution de la RQTH, on peut télécharger le dossier sur le site de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Une fois que vous l'avez rempli, il peut être envoyé à la MDPH ou il peut être aussi déposé dans les permanences de la MDPH, dans les maisons départementales de la solidarité, les MDS, ce qu'on appelle les MDS. Un peu plus tard, je pourrais vous donner les différents lieux de permanence, mais vous pouvez tout à fait les trouver sur le site de la MDPH 33, tous les lieux de permanence dans les MDS. Alors, une fois que le dossier est déposé,
En tout cas, la demande, avant cela, la demande ce qu'il faut savoir, c'est que la demande peut être présentée par la personne en situation de handicap ou son représentant légal, donc au moyen donc, du formulaire qu'il faut télécharger ou aller chercher dans les MDPH. Et puis avec des pièces justificatives, notamment un formulaire, un certificat médical à remplir, certificat médical aussi du médecin de travail qu'il doit remplir, puis d'autres pièces justificatives, et une fois que le dossier est constitué, on l'envoie à l'MDPH où on le dépose dans les lieux de permanence, dans les MDS. Ensuite, quand vous l'envoyez, la personne reçoit, au bout d'un mois et demi, un accusé de réception, comme quoi le dossier a bien été est bien arrivé, va être traité. S'il manque des pièces, on vous le communique aussi. Il faut renvoyer les pièces qui peuvent manquer. Et ensuite, une fois que le dossier est bien complet, l'instruction du dossier se fait. C'est vrai que les délais d'évaluation varient selon les demandes et la complexité des situations, mais une demande de RQTH, c'est entre 4 et 6 mois. Ensuite, donc, le dossier est évalué par une équipe pluridisciplinaire qui ensuite transmet à la Commission des droits et de l'autonomie qui, elle, attribue la RQTH et envoie une notification au salarié, à la personne qui l'a demandé. Donc, qui peut bénéficier de la RQTH? Donc, il y a des critères, bien sûr, qui sont liés au handicap. Hein, c'est tout salarié qui souffre de problèmes de santé, maladies chroniques, physiques, sensorielles, mentales, psychiques. Donc, des salariés qui souffrent de problèmes de santé ayant des répercussions sur les possibilités d'occuper leur poste de travail. Très important aussi, une condition d'âge. La RQTH peut être attribuée à toute personne âgée de plus de 16 ans ou alors aussi de 15 ans, si la personne est dégagée de l'obligation scolaire ou qu'elle est autorisée à démarrer un apprentissage. Quand demander la RQTH? Alors, bien évidemment, le plus tôt possible pour anticiper en termes de prévention et faciliter le maintien à l'emploi. La durée de la RQTH, elle est comprise entre 1 et 5 ans. C'est au salarié de renouveler sa demande si c'est nécessaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la RQTH peut être donnée à vie pour les personnes dont le handicap est jugé irréversible. Lorsque le salarié fait sa demande de renouvellement, et pour éviter les situations de rupture de droit au moment du renouvellement, la notification RQTH reste valable pendant 4 mois à la date de la fin du droit RQTH. Alors, je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, la RQTH s'arrête aujourd'hui. Elle va se prolonger pendant 4 mois, le temps que la personne fasse le dossier de renouvellement. Voilà, c'est vraiment pour éviter une rupture de droit. Bon, l'idée, c'est de s'y prendre à l'avance, bien évidemment. Alors, certaines personnes n'ont pas besoin de faire la demande de RQTH pour bénéficier automatiquement des mêmes droits. Donc, pas besoin de faire une demande, un dossier MDPH. Quand les personnes ont été victimes d'un accident de travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%. Là, les personnes bénéficient d'une rente auprès de la sécurité sociale. Et notamment pour les titulaires aussi d'une pension d'invalidité, pas besoin de faire une demande RQTH, il y a une équivalence. Également pour les titulaires d'une carte mobilité inclusion, mention invalidité. La carte mobilité inclusion qu'on nomme aussi CMI, carte mobilité inclusion, avec la mention, attention, invalidité. Et pas, là, il y a une autre mention comme la mention stationnement. Ça ne fonctionne pas. C'est la CMI avec la mention invalidité. Et puis enfin, les titulaires de l'allocation adulte handicapé, l'AH, ils ont également une équivalence à l'RQTH.
Donc les bénéfices liés à l'RQTH pour le salarié. Premier bénéfice, effectivement, c'est de pouvoir se former, s'orienter, notamment avec l'aide de Cap Emploi, avec un accès à diverses mesures d'aide à la formation, ainsi qu'à des aménagements lors des formations. Il y a également une majoration du compte personnel de formation, le CPF. Chaque année, les salariés ont droit à 500 € par an sur leur compte CPF. Et celui-ci, il est majoré de 300 € par an pour les salariés qui ont une reconnaissance administrative par la MDPH. Donc, premier bénéfice, se former, s'orienter, puis également être embauché. On a un soutien de Cap Emploi et de son réseau. On peut accéder aussi à des aides financières dans le cadre de déplacement ou de l'aménagement de poste. Donc, ça aussi, c'est également avec Cap Emploi. Il y a la possibilité d'accès aux mesures pour favoriser l'accueil et le maintien des personnes en situation de handicap. Donc, il y a un réel accompagnement de Cap Emploi dans ces moments-là et de la médecine du travail et de l'employeur. Salarié au cœur de ce projet. Autre bénéfice, c'est de pouvoir garder son emploi, le maintien à l'emploi, avec un suivi médical renforcé par le médecin de travail, l'accompagnement et le conseil du réseau Cap Emploi pour rechercher et mettre en œuvre des solutions de maintien dans l'emploi. Donc, par exemple, avec des accès à des aides financières pour l'achat de matériel, pour l'aménagement du poste. Un autre bénéfice aussi, c'est la possibilité de départ à la retraite de façon anticipée. Donc, c'est valable sous certaines conditions qui sont assez contraignantes, notamment depuis 2015, puisqu'avec une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, aujourd'hui, ça ne suffit plus. L'idée, c'est quand le salarié fait une demande auprès de la MDPH, c'est qu'il coche également l'allocation adulte handicapé, ou s'il a besoin d'une carte CMI, qu'il le coche aussi, ça va lui permettre d'avoir un taux de handicap. Parce qu'aujourd'hui, la RQTH, depuis 2015, il n'y a plus de taux de handicap d'indiqué. Et la CARSAT, quand on veut faire valoir son droit au départ à la retraite de façon anticipée, a besoin d'avoir ce taux de handicap. Et aujourd'hui, la RQTH ne le fait plus. Donc, j'invite les salariés qui font une demande RQTH à cocher, s'ils n'ont besoin que de ça, en tout cas, de cocher l'AH pour pouvoir, même si la MDPH dit non à l'AH, mais au moins vous aurez un taux de handicap qui sera calculé. Et donc après, pour la suite, pour faire valoir un départ à la retraite, ça sera bien plus facile et ça sera surtout possible. Donc voilà, des conditions selon son âge, selon la durée de cotisation. Il faut au moins cotiser 20 ans, hein, de trimestre cotisé au moins pendant 20 ans. Et aussi, forcément, ça joue aussi selon son taux d'incapacité ou de handicap, puisqu'il faut au moins être à 50% de handicap. Ensuite, nous passons aux bénéfices liés à l'RQTH pour l'employeur. Donc, première chose, c'est de répondre à l'obligation d'emploi, qui reste fixée aujourd'hui à 6% de l'effectif de l'entreprise. Alors attention, pour tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, doivent déclarer les travailleurs handicapés qu'ils emploient, ce qui permet de mieux identifier leurs besoins et d'y répondre plus efficacement. Mais seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. TH, ça veut dire travailleurs handicapés. Et doivent verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif. Donc, dans tous les cas, on déclare les travailleurs handicapés quand l'employeur est informé. Ensuite, le fait d'avoir des salariés en situation de handicap, ça permet de bénéficier d'aides, de prestations et de services pour faciliter le maintien à l'emploi du salarié. Les aides, les prestations avec Cap Emploi et la médecine du travail. Et puis, ça permet de conserver les capacités et les compétences du salarié en situation de handicap dans son entreprise. Réel maintien à l'emploi.
Alors, des interrogations se posent régulièrement sur les répercussions de la RQTH. J'ai eu souvent, moi, des questions autour de cela. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation à dire qu'on a fait une demande RQTH à son employeur ou même à ses collègues. Après, effectivement, si on le dit, on peut bénéficier de tout ce qui a été dit là précédemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'empêche pas de faire des prêts bancaires. La RQTH et les éléments du dossier RQTH sont confidentiels. Seul le salarié et la MDPH en ont connaissance. L'évaluation de l'RQTH ne vaut que pour le travail, pas pour la vie privée. Dans le cadre d'un prêt bancaire, seul le questionnaire de santé est à rendre, sans qu'on y demande si on est titulaire d'une RQTH. Le statut de RQTH n'apparaît pas du tout sur le questionnaire de la banque. Et puis aussi, beaucoup de salariés pensent qu'ils vont perdre leur emploi. Donc, quand il est aménageable, on ne perd pas son emploi. L'employeur ne peut pas licencier un salarié du fait de son handicap. L'entreprise a une obligation d'emploi de travailleurs handicapés et est engagée pour favoriser leur maintien à l'emploi. La RQTH va permettre d'œuvrer pour trouver les moyens de compensation du handicap afin de préserver l'emploi et la santé du salarié. Donc effectivement, après, il y a des réalités d'entreprise. Maintenir au maximum le salarié dans son emploi. Et pour ça, nous allons voir effectivement les acteurs qui peuvent vous accompagner dans ce maintien à l'emploi. Donc, une des grandes missions du SSTI 33, justement, c'est la mise en œuvre de ce maintien à l'emploi. Je vous laisse la parole, Dr Lloren, pour présenter le SSTI 33. Oui, merci, tout à fait. C'est l'occasion un peu de me représenter également. Donc, je suis médecin du travail au SSTI et je pilote un groupe maintien dans l'emploi depuis plusieurs années. Donc, j'anime la réflexion sur le maintien dans l'emploi au sein des groupes du travail. Enfin, je ne sais pas si vous savez que les services de médecine du travail ont un plan santé-travail, donc ils élaborent des axes de travail qui sont préélaborés à l'échelon régional, mais qui doivent être répercutés aussi au niveau de chaque service. Donc, c'est l'occasion de vous rappeler que nous sommes actuellement des équipes pluridisciplinaires. Hein. Donc, il y a des médecins du travail, des infirmières en santé au travail qui peuvent effectuer également des entretiens infirmiers en alternance avec le médecin. Nous avons également des assistantes, des secrétaires, des ergonomes, une psychologue du travail et bien sûr une assistante sociale au sein de notre service. Tout ça pourquoi? Pour essayer de vous conseiller, de conseiller les employeurs, de conseiller les salariés et d'essayer d'améliorer les conditions de travail. Et nous avons également un rôle d'information, de sensibilisation au risque. Et en ce qui concerne les postes, d'études de postes, et c'est notamment grâce à ces études de postes qu'on peut définir justement ce que les salariés auraient du mal à faire et pour lesquels il y aurait un problème donc il y aurait un problème au niveau de leur travail. Donc le but, c'est avant tout le maintien dans l'emploi et de bonnes conditions de travail pour chacun et plus particulièrement pour les personnes handicapées. Donc, à quel stade on va être amené à parler de handicap? Souvent, c'est le médecin du travail qui doit initier cette démarche. Ça peut être au cours d'une visite de reprise, ça peut être au cours d'une visite occasionnelle. Nous allons rencontrer le salarié et nous allons nous rendre compte que, en fait, il a des difficultés. Il a des difficultés parce que, il a par exemple mal au dos, il doit porter des charges. Ou alors il doit être dans un véhicule toute la journée et il a mal au dos. Et donc va se poser la question de savoir si on peut aménager le véhicule, si il peut travailler d'une autre manière, etc. Donc souvent, c'est nous qui sommes à l'origine du conseil
et qui conseillant aux gens de monter un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est souvent nous qui sommes à l'origine de cette idée. Ensuite, il faut essayer de le faire accepter par les personnes, parce que comme on vient déjà de le dire, le mot de handicapé, bon, fait un peu frissonner les gens. Ils nous disent qu'ils se vivent pas comme handicapés, ils considèrent pas qu'ils sont handicapés. Et donc, il faut reprendre l'explication au début et expliquer que c'est la définition du handicap, c'est juste un problème de santé qui gêne l'accès à un travail ou même le maintien dans un travail. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va revoir ce salarié plus souvent que les autres, hein, puisque vous savez que les visites médicales sont laissées à l'appréciation du médecin du travail. Hein. Donc, les personnes qui sont les plus vulnérables peuvent être vues plus souvent. Et donc, c'est là qu'on va essayer d'étudier comment aménager le poste ou les horaires, en le négociant évidemment avec l'employeur, hein, en parlant avec l'employeur. Le rôle de l'employeur est très important, hein, il faut que l'employeur nous soutienne hein, dans l'aménagement du poste. Et puis également, on peut faire des aménagements ergonomiques du poste, donc bien sûr en lien avec l'employeur, mais aussi avec l'aide de Cap Emploi. Donc on reviendra tout à l'heure sur le rôle de Cap Emploi. Donc Cap Emploi est une structure très, très développée en France, hein, qui a de multiples ramifications. Sur Bordeaux, nous avons une association qui est très active. Hein. Donc Cap Emploi va intervenir pour le maintien dans l'emploi, hein, mais donc à travers des aménagements de postes et une aide financière hein, également, via l'AGFIP, une aide financière pour l'aménagement de postes, mais également pour une réorientation professionnelle quand c'est nécessaire, hein, lorsque la personne va avoir besoin d'un bilan de compétences, d'une réorientation, d'un stage. Ceci en lien également avec un autre acteur qui est la cellule PDP, c'est-à-dire prévention de la désinsertion professionnelle, qui est une branche du service social de la CARSAT, hein, et donc où on va trouver des personnes qui sont spécialisées dans le maintien dans l'emploi également, mais ça au niveau de la CARSAT. Hein. Donc c'est une instance différente de Cap Emploi. Donc vous voyez, les acteurs du maintien dans l'emploi, ils sont multiples, ils ont de nombreux visages, mais pour accéder à eux, que ce soit Cap Emploi ou le service social de la CARSAT, il faut passer par ce canal de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toute personne qui n'a pas cette RQTH ou qui en tous les cas n'a pas déposé un dossier, le fait de déposer un dossier est très important. On insiste beaucoup là-dessus et on incite les gens d'ailleurs à aller faire ce dépôt de dossier eux-mêmes, hein, donc à se rendre directement dans les locaux auxquels ils sont rattachés pour aller déposer leur dossier, parce que lorsqu'ils vont déposer leur dossier, ils ont un récépissé de dépôt de dossier. Et ce récépissé de dépôt de dossier fait foi de demandes de RQTH. Et donc, dès que la personne a son récépissé, elle peut accéder à toutes les prestations, même si la reconnaissance n'est pas encore validée par la MDPH. Donc ça, c'est très important. Hein. La possibilité quand même d'accéder sans plus tarder à toutes ces prestations. Et donc, au même titre que le médecin du travail, l'assistante sociale, que ce soit l'assistante sociale de la CARSAT ou l'assistante sociale du SSTI, peut également déclencher cette demande et faire ce travail d'information auprès des salariés. Et donc, c'est pour cela que je vais repasser la parole à Séverine pour la slide suivante. Merci docteur. Donc, je voulais me présenter en tant qu'assistante sociale intervenant à la médecine du travail. Donc, parmi mes missions, j'ai effectivement un rôle d'information et d'orientation sur le contenu de la RQTH, sur les dispositifs liés au maintien à l'emploi. Je peux aider dans la constitution du dossier MDPH. S'il y a des dépenses liées au handicap, je suis aussi en mesure d'informer sur les différents organismes à activer pour effectuer les demandes d'aide financière.
Après les MDPH, la GFIP, les caisses de retraite complémentaires. Ils ont un volet handicap. Je suis aussi en lien étroit avec la médecine du travail, avec Cap Emploi, la GFIP, la MDPH, et puis aussi avec mes collègues de la CARSAT, avec la cellule PDP, Prévention des insertions professionnelles. Et tout cela afin de garantir un accompagnement adapté aux situations des salariés. Puis comme le disait Dr Lurent, effectivement, dès le dépôt du dossier MDPH, l'accusé de réception du dépôt du dossier MDPH suffit pour pouvoir bénéficier des aides et de l'accompagnement de la GFIP et Cap Emploi. Je peux être aussi amenée à dédramatiser la situation de handicap, et de confronter aussi la réalité du salarié face à l'emploi et face à son emploi, face à son poste et au regard de sa santé. Donc voilà au niveau, le focus sur une de mes interventions concernant le handicap et le maintien à l'emploi, brièvement. Nous allons ensuite vous présenter Cap Emploi, un interlocuteur vraiment privilégié dans le cadre de l'accès et du maintien à l'emploi. Tout à fait. Donc, je vais reprendre la parole. Donc, Cap Emploi donc, est financé par la GFIP, le FIP-HFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, hein, c'est l'équivalent de la GFIP dans le secteur privé, et également à Pôle emploi. Donc, Cap Emploi, si vous voulez, à l'origine, était une partie de Pôle emploi qui s'occupait de rechercher du travail pour les personnes handicapées, c'est-à-dire des postes adaptés lorsqu'un demandeur d'emploi avait la reconnaissance de travailleur handicapé. Et ensuite, Cap Emploi, maintenant, a pris une dimension beaucoup plus importante. Hein. Ils sont devenus carrément les interlocuteurs pour le handicap dans l'emploi. Donc, ils interviennent dans l'insertion et dans le maintien dans l'emploi, dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de handicap. Donc, c'est également une équipe pluridisciplinaire, ils ont des ergonomes, des conseillers en maintien dans l'emploi, des conseillers en orientation professionnelle, hein, donc en insertion professionnelle, et puis bon, au niveau du maintien dans l'emploi, donc c'est la compensation du handicap. Hein. Donc en fait, ils travaillent sur ces deux grands axes. Hein. Maintenir dans un emploi lorsque cela est possible, donc ça nécessite évidemment la participation de l'employeur, la volonté du salarié également de rester dans son poste, et là par contre, quel que soit le panel de handicap, on a beaucoup de possibilités, puisqu'ils ont maintenant, ils capitalisent une grande expérience, ils sont vraiment une banque de données, ils sont en fait la référence pour tout ce qui est maintien dans l'emploi au niveau national. Donc, on va avoir beaucoup de connaissances dans le domaine du matériel, ils ont beaucoup de dossiers, ils font régulièrement des tables rondes avec les cas qui ont été aménagés grâce à eux. Donc, en fait, ils capitalisent énormément de dossiers et d'informations sur le handicap, auxquels d'ailleurs ils nous permettent parfois d'accéder. Et ils sont là vraiment toujours d'un très bon conseil pour évaluer tout de suite ce qui pourrait être fait au niveau mécanique, au niveau visuel, au niveau auditif. Ils ont vraiment, c'est vraiment la référence au niveau du maintien dans l'emploi. Puis l'autre aspect, donc, c'est la réorientation professionnelle. Donc là, c'est tout à fait différent. C'est choisir un autre métier, savoir quel métier choisir et faire éventuellement une formation. Voilà. Et le lien avec la cellule PDP est très important parce que la cellule PDP émanant de la CARSAT, elle permet également souvent de maintenir, lorsqu'on a affaire à des salariés en arrêt maladie, la cellule PDP va permettre de maintenir des indemnités journalières, en tous les cas d'aider lorsque cela est possible à le faire. Et il faut savoir également que des personnes qui sont en arrêt maladie peuvent accéder à des formations et à des stages. Et donc le fait d'être malade ne veut pas dire, et en arrêt, ne veut pas dire forcément être bloqué, rester chez soi sans rien faire. On peut tout à fait démarrer et rebondir sur un projet professionnel alors qu'on est en arrêt et déjà se préparer à faire autre chose.
et à partir vers un autre métier et à faire le bon choix pour choisir le métier qui va permettre de retrouver du travail dans de bonnes conditions. Donc, les conseillers de Cap Emploi, ils sont très nombreux sur l'agglomération bordelaise. Ils sont répartis selon le centre de SSTI de rattachement. Et donc, on peut contacter soit le SSTI directement, soit directement Cap Emploi pour savoir de quel conseiller Cap Emploi on dépend, à quel salarié de Cap Emploi on est rattaché. Voilà. Et nous travaillons en équipe, tous ensemble, avec eux. Et c'est très agréable pour nous parce qu'ils ont effectivement beaucoup de connaissances et ils peuvent nous aider de façon très efficace. Voilà ce que je voulais vous présenter sur Cap Emploi. Alors, il faut savoir que comme le SSTI, Cap Emploi a un site internet et que si vous avez la curiosité d'aller vous promener sur le site de Cap Emploi, vous ne regretterez pas d'y être allé, ni sur le nôtre d'ailleurs non plus, et vous trouverez beaucoup d'informations très intéressantes. Voilà ce que je tenais à vous expliquer et je vais repasser la parole à Séverine pour la conclusion peut-être. Exactement, et c'est la transition est très bien puisque nous allons parler des lieux et des personnes ressources, docteur. Vous voyez, il y a effectivement, vous voyez dans le slide Cap Emploi avec leur site internet, leur adresse et leur numéro de téléphone. Donc, en tout premier lieu, les CLIC, c'est les centres locaux d'information et de coordination que vous pouvez appeler pour avoir des informations autour du handicap. Et les MDS aussi, les maisons départementales de la solidarité, où il y a des lieux de permanence, où il y a des, les MDS ont des permanences de la MDPH, comme je vous le disais, où on peut prendre le dossier ou aller le déposer. Après, on peut aussi aller directement à la MDPH, au conseil départemental, à l'Esplanade Charles de Gaulle, à Bordeaux, à Mériadec. Puis un autre interlocuteur, Cap Emploi, très grand interlocuteur, sur le Charles Emploi, puis le SSTI 33. Et puis aussi, vous avez dans les entreprises les référents handicap, ou les délégués du personnel, peut-être d'autres interlocuteurs liés à l'organisme de retraite complémentaire ou d'autres interlocuteurs selon les entreprises qui peuvent être des personnes ressources. Alors, ce n'est pas du tout exhaustive. Nous en avons terminé sur la présentation globale de la RQTH. Merci de votre attention. Nous allons pouvoir, je pense, procéder au temps des questions. Alors, je vais essayer de manipuler. Peut-être, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre la parole ou à l'écrire sur le fil de discussion. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. J'ai une petite question. Quand vous parliez tout à l'heure d'une formation qui était possible en cas d'arrêt maladie et qui pouvait amener à une reconversion, est-ce que l'employeur est prévenu de cet état de fait ou pas? Il peut l'être ou pas. Le salarié est en arrêt et la plupart du temps, c'est vrai qu'on invite le salarié à prévenir son employeur. Pas d'obligation à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais on incite le salarié à prévenir son employeur. D'accord. Oui, je crois que c'est mieux de travailler en toute transparence parce que on a un projet commun, c'est le maintien dans l'emploi. Donc je pense que c'est une bonne transparence, est un gage de sérénité pour tous. Merci. Vous pouvez activer vos micros si vous voulez qu'on fasse encore si vous voulez qu'on fasse un échange. On a encore 15 minutes, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Oui, excusez-moi, vous êtes affecté sur un meeting du travail de... Ah mince, on ne vous entend pas. Ah, ça y est. Vous êtes affecté sur un meeting du travail de Bordeaux. On peut vous joindre ici, sur ces coordonnées-là? Oh, j'entends rien.
il y a un effet Larsen qui est assez désagréable. Alors, on peut tous nous joindre avec le siège boulevard Wilson. En ce qui me concerne, en tant que médecin du travail, je suis actuellement rattaché au SSTI 33 de Mérignac, effectivement. Et moi, en tant qu'assistante sociale, j'interviens sur tous les centres du SSTI 33. Je fais des permanences selon les besoins et les entretiens que je peux avoir avec les salariés. D'accord. Et vous pouvez nous envoyer aux permanences, s'il vous plaît? Mes permanences, vous parlez de l'assistante sociale? Oui. Alors, je fais des permanences, elles ne sont pas forcément figées. J'essaie d'apporter plutôt de la souplesse pour répondre au maximum et rapidement aux salariés pour pouvoir les recevoir. J'interviens à la médecine du travail les lundis, mercredis, jeudis. D'accord. Merci. Il existe aussi une plaquette du service social du SSTI 33 qui est à destination des entreprises et des salariés. Alors moi, je m'entends très très mal, il y a un bruit très aigu. Il y a un Larsen, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Alors, le dossier MDPH est assez conséquent, hein, il fait une 20aine de pages, mais effectivement, quand on demande la RQTH, ça peut, on n'est pas concerné par toutes les rubriques et par toutes les pages. Voilà, parce que dans le dossier MDPH, on ne l'a pas présenté là, hein, ça ferait l'objet presque d'une intervention, mais il y a une rubrique notamment scolaire où déjà là le salarié n'est pas concerné et puis c'est un dossier qui concerne tous les handicaps et que ça soit les adultes comme les enfants, donc c'est pour ça qu'il est assez conséquent. Il est un peu plus précis aujourd'hui, c'est vrai. Ce que j'invite souvent aux salariés, c'est de remplir, même s'ils ont coché peu de choses, c'est pas grave en soi. Il y a un moment donné une rubrique où il faut expliquer un peu son projet de vie, comment on vit son handicap, qu'est-ce qu'on a mis en place pour s'adapter et les difficultés que l'on a. Voilà, on explique ça et déjà la commission apprécie beaucoup, l'équipe pluridisciplinaire apprécie que le salarié puisse expliquer comment il vit son handicap aujourd'hui. Et peut-être compléter un peu, parce que c'est quelque chose qui fait faisceau avec la formation pendant l'arrêt. Insister peut-être sur la visite de pré-reprise, hein, ça on en parle beaucoup, mais malheureusement c'est pas souvent pratiqué. Lorsque la personne est en arrêt, elle peut demander à faire une visite de pré-reprise, c'est-à-dire de préparer son retour dans l'entreprise. Et ça peut être à l'occasion de cette visite de pré-reprise qu'on va inciter la personne à monter une reconnaissance de travailleur handicapé et à se mobiliser, hein. Le but de tout cela étant de redynamiser la personne. Et bon, évidemment, lorsque la personne est en arrêt et qu'elle projette clairement de reprendre son travail et qu'elle ne pense pas avoir besoin d'aménagement de poste, la problématique est différente. Mais lorsque la personne ne sait pas si elle va pouvoir reprendre son travail ou envisage de faire autre chose ou va avoir besoin d'un aménagement de poste, cette visite de pré-reprise est très importante et c'est pas encore suffisamment fait. Les gens arrivent et viennent nous voir souvent au tout dernier moment, alors qu'en fait, ils sont restés en arrêt pendant des mois, voire pour certains, des fois des années, sans rien faire, quoi. Enfin, sans avancer au niveau professionnel. Donc, cette visite de pré-reprise est très importante. C'est l'occasion d'une petite parenthèse sur cet examen. Voilà. Tout à fait. Je crois qu'on a des questions d'ailleurs qui viennent d'arriver dans le chat. Oui, moi pour préciser aussi sur mon intervention au SSTI 33, je rencontre les salariés sur orientation de l'équipe pluridisciplinaire du SSTI 33. Ce ne sont pas les salariés qui m'appellent directement, ils voient le médecin, ils voient l'infirmière, ils appellent en tout cas, ils ont un lien avec la médecine du travail et ensuite l'équipe me transmet les coordonnées du salarié pour que je puisse le rappeler. On fonctionne comme ça. Alors oui, docteur, il y a une question. Un salarié qui souhaite avoir la RQTH pour un aménagement de poste au rendez-vous du médecin de travail, doit-il transmettre des éléments médicaux au médecin de travail?
préférable Oui, pour tout bien à fait. comprendre la situation. Tout à Allez-y, fait, je vous laisse. tout à fait, évidemment, oui, tout à fait, on a besoin des informations, hein. Alors, bon, c'est une personne. C'est une D'accord, personne. merci, Monsieur Fresquet. C'est une personne, alors si elle a déjà monté son dossier de RQTH, elle doit déjà avoir des éléments, médicaux, hein, donc elle peut tout à fait venir avec son dossier médical de RQTH, hein. Nous, pour notre part, on va remplir un dossier que nous avons déjà en ligne sur notre logiciel et qu'on va remplir de façon informatique et qu'on va remettre à la personne ou envoyer par mail. Et dans tous les cas, la question, ça va être quelles sont les difficultés rencontrées dans l'activité professionnelle en lien avec le handicap. Donc, on travaille beaucoup sur cet axe-là. Quelle est l'incidence de la pathologie, de la problématique de santé sur le travail, hein. Donc, c'est vrai qu'on va beaucoup travailler là-dessus et que tous les éléments médicaux portés à notre connaissance seront les bienvenus, évidemment. Une personne au chômage, lors d'un entretien d'embauche, a-t-elle une obligation de préciser son handicap? Non, pas d'obligation. Je pense que c'est préférable. Il vaut mieux jouer la transparence, l'honnêteté. Après, non, à ma connaissance, comme je vous le disais, il me semble que c'est pas du tout obligatoire. C'est pas obligatoire de prévenir l'employeur qu'on a une RQTH. C'est vrai que travailler dans la transparence, c'est quand même aussi un gage d'honnêteté et ça évite d'être obligé de le faire quelques semaines ou quelques mois plus tard, hein, en décalé. Voilà, hein. C'est vrai que c'est plus simple pour tout le monde. Au revoir, Madame Sal ou Salé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Alors, nous avons une autre question. Les demandes des ergonomes pour aménagement de poste sont-elles obligatoires ou ne s'agit-il que de recommandations? Alors, bon, la demande d'aménagement de poste, c'est une demande qui émane du médecin du travail, hein, et donc elle ne peut se faire qu'avec l'accord de l'employeur. Donc, il faut l'accord de l'employeur, il faut que l'employeur soit d'accord pour faire cet aménagement. La finalité étant évidemment le bien-être du salarié et le but final étant évidemment d'éviter l'inaptitude pour ne pas en arriver à une inaptitude au poste de travail, voilà, qui a des implications plus irréversibles. Donc, effectivement, le fait de travailler en bonne collaboration et en bonne intelligence et en bonne transparence est un gage de réussite pour les projets de maintien dans l'emploi, hein. Le maintien dans l'emploi, c'est l'affaire de tous et ça nécessite le bon vouloir de tout le monde. Alors, peut-on avoir le diaporama par mail? Oui, bien sûr. On va vous l'envoyer sans problème. Ça va, il a été à peu près clair ce webinaire. On n'a pas plus de questions? C'est souvent dans la pratique après qu'on peut en avoir. Non, aucune, merci. D'accord, pas de souci. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.